D'accord. Ok, c'est bizarre. Très bien. Là, normalement, ça devrait marcher, je pense. Alors, je vais faire un essai. Oui. Est-ce que vous pouvez répondre aux organisateurs si vous m'entendez ou pas, mesdames et messieurs? Je répète, nous faisons un essai. Pouvez-vous indiquer aux organisateurs si c'est OK ou pas? J'attends une réponse. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Ça Ça fonctionne? fonctionne, oui, c'est bon. Hop, Alors, excusez-nous pour ce petit problème technique. alors, je reprends dès le début ou... Vous pouvez Du faire coup, un, si ça ne vous fonctionne pouvez pas, faire oui, un je veux bien, condensé. parce que je pense que personne n'a entendu. Ah, c'est ça. Merci et désolé. Alors, je vais reprendre. Donc, le sujet, j'ai intitulé le sujet « La politique de Vladimir Poutine sur les marches orientales de l'Europe ». Donc, lui, ça correspond à ces marches occidentales, hein, et pour nous, nos marches orientales. Et j'ai décidé de faire un focus sur l'approche identitaire et donc faire un focus, après avoir expliqué quelle est la politique de Vladimir Poutine et quel est le discours, hein, qui se cache et qui légitimise une telle action. Alors pour ce faire, j'ai décidé de prendre la démarche suivante, hein, qui se discute, qu'on ait une parmi d'autres, possibles. Donc la démarche consiste d'abord à effectivement argumenter le caractère offensif de la posture russe. Et pour ce faire, je vais me demander d'abord quel est l'objectif général poursuivi par le régime et de fait, quelles sont les actions entreprises par la Russie. Et je compléterai le propos en évoquant la modernisation de l'armée russe, hein, qui est une modernisation de grande ampleur, qui a commencé déjà depuis plusieurs années et qui fait suite au constat de la déliquescence de l'armée russe, une armée russe qui est de moins en moins déliquescente pour autant. Une fois que j'aurai brossé ce tableau des actions russes et de la modernisation de l'outil principal lui permettant de mener des actions offensives, je m'interrogerai sur le discours, sur quel type de discours s'appuie une telle politique. Et pour ce faire, j'aborderai différents aspects. La politique différentialiste du régime de Vladimir Poutine, je m'expliquerai là-dessus. Je m'expliquerai également sur la mise en avant de concepts identitaires forts, hein, qui sont une des caractéristiques du régime. J'évoquerai également une exploitation des minorités russes qui sont présentes en dehors du territoire russe. Et avant qu'on me dise qu'on ne m'entendait pas, j'avais d'ailleurs évoqué une anecdote, à savoir qu'Hillary Clinton, au début des années 2010, avait comparé cette utilisation des minorités russes par Poutine à l'utilisation des minorités allemandes par Hitler, qu'on appelait les Volksdeutsche, ce qui avait évidemment pas beaucoup plu à Poutine. Alors, sans comparer Hitler à Poutine, et surtout Poutine à Hitler, il y a un certain nombre de similitudes qui sont quand même intéressantes. Mais nous arrêterons la comparaison à ce niveau-là, bien entendu. Et puis, je finirai par évoquer une instrumentalisation de la mémoire. Alors, que cherche à faire Poutine, en fait, quand j'évoque une posture offensive? Alors, il y a plusieurs niveaux de réflexion en matière militaire. Il y a le niveau stratégique, il y a le niveau opératif, il y a le niveau tactique, et voire d'autres. Au niveau stratégique, il s'agit probablement d'une stratégie défensive. En revanche, en termes de procédés, il s'agit probablement de mesures offensives.
une stratégie défensive parce qu'il s'agit de limiter l'avancée du bloc occidental en direction de ses frontières. Et pour limiter l'avancée du bloc occidental en direction de ses frontières, il s'agit de distraire les États qui sont concernés d'une volonté d'intégration au sein de l'Union européenne et a fortiori, et ça c'est le cauchemar de Poutine, au sein de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, comme vous le savez, qui est l'organisation militaire transatlantique euro-américaine qui date de 1949. Et les pays concernés en l'espèce sont le Bélarus, la Biélorussie, sont l'Ukraine, sont la Géorgie, tout autant de pays où Poutine a une politique précise et dynamique, mais je pourrais évoquer évidemment la Transnistrie avec la Moldavie, et puis il y a évidemment toute l'affaire de la Crimée. Et on pourra prolonger le propos en évoquant également toute la politique déstabilisatrice de Poutine dans les États baltes. Les États baltes qui ont évidemment un statut différent par rapport aux autres pays que je viens d'évoquer, puisque ceux-ci appartiennent à l'OTAN, ce qui relève évidemment d'une autre affaire pour Poutine et d'une autre logique. Alors si j'étais plus précis, mais là je ne le ferai pas cet après-midi, je pourrais également évoquer l'importance de l'enclave de Kaliningrad et de la connexion qui existe entre Kaliningrad et le Bélarus pour couper éventuellement les pays baltes, etc. Mais je ne me lancerai pas dans ce genre de considération. Alors, il s'agit, dit autrement, d'éviter ça. Bon, vous reconnaissez la carte, le grand trait noir, c'est l'ancien rideau de fer. Donc vous connaissez l'écroulement du communisme qui s'est étalé disons de 1988 à 1991, qui a donné lieu à la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques à la fin de l'année 1991. Des accords oraux entre Shevardnadze et Baker auraient été pris, c'est ce que prétendent les Russes, selon lesquels les anciens pays appartenant au pacte de Varsovie n'avaient pas vocation à intégrer l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, d'où d'ailleurs un sentiment de trahison de la part des Russes. Mais bon, il n'y a pas d'écrit, donc c'est difficile de se faire une idée là-dessus. Toujours est-il que toutes les années 90, donc là on est plutôt sous Boris Eltsine, ont vu une avancée systématique de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en direction de la Russie. Et là, comme vous pouvez le voir, la Tchécoslovaquie, enfin la Tchéquie puis la Slovaquie, la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, les États baltes et autres. Et donc l'idée pour Poutine, c'est d'éviter la continuation d'une telle progression, d'éviter cette poussée à l'est de l'OTAN. Et là non plus, c'est pas le sujet, mais vous voyez dans le dispositif l'importance de la Turquie et c'est très instructif également de réfléchir à la place de la mer Noire dans cette affaire, aux relations d'intérêt qui peut exister entre Erdogan et Poutine, mais ceci est une autre affaire. Donc, la politique de Poutine, en tout cas dans cette région-là, c'est éviter une avancée occidentale dans cette zone. Et vous voyez donc, par les petites étoiles rouges qui peuvent être présentes sur la carte, que finalement, toutes les actions de force entreprises dans la zone ont pour finalité d'empêcher la progression du camp occidental en direction de l'Est. La Russie a été trop faible à l'époque pour intervenir dans les Balkans et au Kosovo, là où je suis moi-même intervenu. C'était trop tôt pour elle. Ça a été une chose différente quelques années plus tard,
où la Russie a décidé d'adopter un braquet légèrement différent, si j'ose dire. Alors, rapidement, on peut rentrer un petit peu dans le détail. D'abord, il y a eu l'affaire de Géorgie en 2008. Donc là, on est un an avant l'affaire on est 9 ans après l'affaire du Kosovo. L'affaire du Kosovo qui a été une humiliation totale pour la Russie, hein, puisque l'OTAN a bombardé les Serbes qui sont slaves et orthodoxes. Une compagnie parachutiste russe a bien débarqué à Pristina et a juste eu pour fonction d'être paralysé, évidemment, au milieu de cet océan de forces françaises et américaines, et a dû rebrousser chemin. Donc là, on est 9 ans après, et vous avez le président géorgien de l'époque qui décide de mettre fin à l'irrédentisme de 2 régions géorgiennes, à savoir l'Abkhazie au nord-ouest, que vous pouvez deviner au nord-ouest. Un petit peu plus loin, vous avez Sochi, hein, où se sont déroulés les Jeux Olympiques de 2014. Et puis au centre, vous avez l'Ossétie du Sud, l'Ossétie du Nord étant située dans la Fédération de Russie. Alors c'est intéressant déjà d'évoquer le fait qu'en Ossétie du Sud, 70% des citoyens sont citoyens russes. Et 54% ont la double nationalité, à savoir géorgienne et ossète, et russe, pardon. Quand on a Abkhazie, les Géorgiens ont été expulsés en 1992, c'est une des conséquences de la chute du communisme. Donc avec une montée en proportion importante des Abkhazes qui sont orthodoxes. Alors là, la religion est importante, je vous en parlerai plus tard. Donc très rapidement, Saakashvili fait rentrer l'armée géorgienne en Ossétie du Sud, Poutine intervient et la Géorgie en quelques jours est obligée de refluer, battue à plat de couture par l'armée russe, qui d'ailleurs aura constaté certaines insuffisances qui vont essayer d'être rectifiées dans les plans de modernisation russes par la suite. Donc il y a déjà cette affaire de Géorgie. Alors l'idée, c'est d'empêcher tout rapprochement de la Géorgie, pays chrétien, avec l'Europe et a fortiori avec l'OTAN, les statuts de ces organisations, de toute façon, empêchant toute intégration de pays instables au sein de leurs institutions. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. L'OTAN n'accepte pas de pays instables et l'Union européenne n'accepte pas non plus de pays instables, sans compter les innombrables conditions nécessaires pour intégrer de telles organisations. Donc, on est typiquement dans ce qu'on appelle un conflit gelé. Hein, et c'est encore le cas. Cette carte de 2008 est toujours valable en 2020. Vous avez l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, dont les ministres de l'Intérieur, les ministres de la Défense sont souvent des généraux russes à la retraite, etc. Alors, vous voyez une intégration forte entre ces régions irrédentistes et la Fédération de Russie. De droit, ce sont toujours des régions géorgiennes. De fait, ce sont des régions pro-russes ou sous influence russe. Après, on va parler quelques années plus tard, évidemment, de cette grande affaire que constitue l'Ukraine. Alors là, vous voyez, les éléments identitaires sont déjà présents. Hein. J'ai parlé de religion, maintenant je peux parler de langue. Pour comprendre l'affaire, il faut bien comprendre que la Russie n'est pas homogène en termes de langue et en termes de religion. Pour faire les choses très simples, parce que j'ai peu de temps, vous avez une Ukraine, disons, ukrainophone, catholique uniate à l'ouest, et puis vous avez à l'est des Ukrainiens russophones, souvent à double nationalité et orthodoxes,
les pro-russes, enfin, les russophones regardent du côté de l'Est, alors que les catholiques, uniates, eux regardent plutôt à l'Ouest. Et donc en 2013, en novembre 2013, un important accord d'association devait être signé avec l'Union européenne, accord d'association qui laissait entendre dans les années à venir un rapprochement de plus en plus fort avec l'Union européenne et probablement donc avec le système politique européen, c'est-à-dire un système démocratique libéral. Et cet accord de coopération a été brutalement dénoncé par le président ukrainien pro-russe de l'époque. Là, on est en novembre 2013, ce qui a contribué à provoquer la révolution de Maïdan, qui a chassé les pro-russes du pouvoir russe, ce qui a mis au pouvoir les pro-européens. Et dans les régions les plus fortement pro-russes, c'est-à-dire à l'extrême est de l'Ukraine, se sont instituées des républiques autoproclamées. La république autoproclamée de Lugansk, vous pouvez le voir sur la carte du bas, et la république autoproclamée de Donetsk. Donc, ils sont des républiques autoproclamées soutenues par la Russie, politiquement conservatrices et économiquement largement mafieuses, si j'ai envie de faire un petit peu d'humour. Et ces républiques autoproclamées existent toujours à l'heure actuelle. Comme en Géorgie, une intervention ukrainienne a eu lieu, une intervention militaire ukrainienne a eu lieu. Comme en Géorgie, cette intervention ukrainienne a provoqué à son tour une intervention russe qui a été déterminante dans, je dirais, le gel de la situation, puisque comme en Géorgie, nous sommes là typiquement dans un conflit gelé. Alors vous avez eu les accords de Minsk, vous avez eu les accords de Minsk 1, Minsk 2, qui concernaient l'artillerie lourde notamment, qui concernaient des zones tampons, etc., mais qui ne sont pas respectées. Et l'idée, à mon avis, c'est pour Poutine de maintenir ce caractère gelé qui maintient l'Ukraine dans une position intrinsèquement instable. Et donc, avec une quasi-impossibilité pour intégrer plus tard des institutions européennes ou transatlantiques. Et c'est bien le but recherché. Et puis, il faut évidemment rajouter l'annexion de la Crimée. Donc, vous voyez, c'est un des caractères de Poutine, c'est un opportuniste Poutine. Il ne faut pas réécrire l'histoire en imaginant qu'il avait déjà tout imaginé à l'avance. C'est un pragmatique, il agit et il réagit. Et il voit beaucoup d'opportunités. Et d'un point de vue, au regard du court terme, il est habile. Donc, il s'est emparé de la Crimée. Alors, la Crimée, je vais peut-être faire bondir certains de nos auditeurs. L'annexion de la Crimée n'est pas un véritable scandale humanitaire. En revanche, c'est un scandale en termes de droit international. Ce n'est pas un véritable scandale humanitaire puisque la Crimée est largement russophone et russe depuis 1954 finalement, qui avait été donnée par le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique de l'époque, Nikita Khrouchtchev, à l'Ukraine. Et finalement, Poutine a récupéré une zone qui avait été confiée à l'Ukraine que depuis quelques décennies. Alors, pourquoi à court terme, toute cette affaire est plutôt habile. À moyen, long terme, on peut se poser la question. C'est un véritable, la Crimée est un véritable gouffre financier. Et puis, Poutine a définitivement, enfin, je pense, on verra plus tard, mais je pense que Poutine a définitivement perdu le reste de l'Ukraine. Donc, alors que on pouvait observer une alternance de régimes pro-russes et pro-européens depuis quelques années. Là, il a définitivement perdu.
Alors, il a définitivement gardé quelques régions, il a définitivement perdu l'Ukraine. Après, mais là, c'est pas le sujet, il y a aussi tout l'enjeu de la mer Noire, par lequel transite du pétrole, qui donne accès aux mers chaudes, qui permet un rapprochement avec la Turquie. Donc là aussi, ça, il faut également l'intégrer dans l'équation. Alors ça, c'est les Little Green Men. Pour l'anecdote, en fait, ces fameux soldats qui sont intervenus à Lugansk et à Donetsk étaient russes, comme je l'ai indiqué, mais le régime a fait en sorte de supprimer tous les écussons, tous les grades, toutes les plaques d'immatriculation qui auraient permis d'identifier ces soldats comme étant russes. Mais bon, ça a trompé personne, hein. Les Russes disaient que c'était des jeunes gens qui étaient allés défendre leurs camarades de l'Est de l'Ukraine, du Donbass. Mais bon, il n'y a pas besoin d'être militaire pour constater que cette image montre une force parfaitement organisée. Et là, il s'agit bien de Russes. Donc, ces Little Green Men sont effectivement russes. Alors, toujours pour expliquer cette politique russe à l'est de l'Europe, vous avez également des unités de la 14e armée russe. À l'heure actuelle, environ 3000 hommes qui sont présents en Moldavie et plus précisément dans une bande de terrain qui s'appelle la Transnistrie, hein, que vous pouvez voir en strié sur la carte. Qui s'est donc instituée en république autonome, hein, conseillée par beaucoup, farcie de soldats russes et conseillée par de nombreux fonctionnaires et officiers généraux russes. Et donc là, même affaire, au même titre que l'Abkhazie, que l'Ossétie, que le Donbass, que la Crimée, eh bien la Transnistrie est composée majoritairement, même si c'est une majorité relative, de Russes ethniques à hauteur de 34%, juste derrière les Moldaves et les Ukrainiens. Donc vous voyez qu'il y a une utilisation du russe ethnique par le régime. Ce qui est très intéressant, puisque c'est finalement une méthode qui est employée à peu près partout. Et c'est inquiétant pour les pays baltes, puisque nous allons voir que les pays baltes comportent également des minorités russes importantes. Et justement, nous y voilà. Alors, l'affaire des pays baltes est tout à fait différente, hein, puisque les États baltes appartiennent à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Bien que Donald Trump ait fortement affaibli, ne serait-ce que par ses déclarations, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, Poutine fait avec les réalités, c'est un pragmatique. Malgré Trump, il prend effectivement bien en compte le fait que ces petits pays appartiennent à l'OTAN. Bon, pour ceux qui sont intéressés par ça, sachez que les Français, quelques Américains, quelques Britanniques ont envoyé quelques chars, quelques Leclerc, quelques Rafales, quelques compagnies d'infanterie pour marquer le soutien de l'OTAN à ces petits pays face à l'immense Russie. Bon, vous pensez bien que ce n'est pas les capacités militaires de telles unités qui vont empêcher la Fédération de Russie d'agir. Il s'agit simplement de montrer par la présence de ces forces que s'attaquer à l'Estonie, Lettonie, Lituanie, c'est s'attaquer très concrètement à l'OTAN. Et quelque part, probablement chez les concepteurs d'une telle démarche, c'est de rendre l'article 5 de la Charte atlantique encore plus effective. Donc, il s'agit non pas d'attaque au sens militaire du terme, mais plutôt d'une agitation ou d'une agite propre. Okay, donc, les pays baltes font l'objet d'attaques cybernétiques.
D'ailleurs, la première attaque cybernétique interétatique a été inaugurée en 2007 chez les Baltes et de la part des Russes. Il s'agit aussi d'agitation politique, donc beaucoup de sites internet pro-russes, beaucoup de désinformation, beaucoup de création de médias et de partis politiques pro-russes, etc. Avec cette idée, si vous voulez, de vouloir communautariser les populations baltes, dont vous pouvez constater que la proportion de Russes est extrêmement importante. 35% de russophones en Lettonie et 25% en Estonie. Et l'idée, c'est de déstabiliser, comme c'est un pragmatique, en voyant ce que ça peut donner. Quand on fait un focus sur les cartes, on voit qu'il y a des cantons russes qui pourraient rentrer adopter une politique irrédentiste. Bon, après, je ne vais pas faire de la politique fiction. Quel pourrait être le rôle de forces spéciales russes maintenant, il y a Biden. Bon, tout ça est un petit peu. Disons qu'on ne va pas se lancer dans des spéculations un petit peu trop hasardeuses. En tout cas, il essaye de désorganiser les États baltes, qui sont limitrophes directs de la Fédération de Russie. Et puis, je dirais un mot sur la Biélorussie, le Bélarus. On comprend avec tous les éléments que j'ai donnés la raison pour laquelle Poutine soutient le dictateur biélorusse, qui est probablement un des derniers dictateurs staliniens de la région, ou le dernier de la région. Et puis, au-delà de tout ça, il y a ce qu'on appelle de la gesticulation, qui s'est un petit peu calmée ces derniers temps, mais qui a été très forte dans les années 17-18. Et même avant, les Russes procèdent à des grandes manœuvres interarmées, interarmes sur le sol russe. Et ces grandes manœuvres ont toujours une dimension nucléaire, ce qui est pour le moins agressif en termes de messages envoyés à l'OTAN. Je crois même me rappeler qu'une manœuvre de ce type-là avait pour scénario la destruction de Varsovie. Je pense que les Polonais ont dû apprécier. On a longtemps constaté, ça s'est un peu calmé ces derniers temps, de nombreuses incursions d'avions russes en Europe occidentale. Donc là, vous avez une photo d'un bombardier nucléaire russe sans son arme, escorté par un Mirage 2000 au large de la Bretagne. Alors, ça a deux finalités, ce genre d'opération. C'est tester les défenses aériennes de l'OTAN et puis quelque part, montrer ses muscles de manière un petit peu binaire. Alors, on sait par exemple que des chasseurs des bombardiers russes ont longé la Baltique, la mer du Nord, la Manche, l'Atlantique et jusqu'au Portugal et ont été pris en compte par la chasse polonaise, hollandaise, belge, britannique, française, espagnole, que sais-je, et qu'a priori la maison est gardée. On assiste également à de nombreuses incursions de sous-marins russes à proximité de côtes d'États appartenant à l'OTAN. Là, je fais référence plutôt à la mer Baltique. Je fais référence également au large de la Suède, mais également en Méditerranée. On assiste à des manœuvres spatiales agressives. On sait par la voix du ministre de la Défense français actuel que des satellites français ont été approchés par des satellites russes il y a quelques mois. Et puis, vous connaissez évidemment toutes les attaques cybernétiques dont font l'objet
les États occidentaux dans des cadres relativement classiques, renseignement, mais également dans un cadre relativement nouveau, c'est celui de la désinformation visant à influencer les processus démocratiques de nos pays libéraux. Là, je fais référence, par exemple, aux élections américaines de 2016. Les élections américaines de 2020, je ne crois pas que le bilan n'ait déjà été fait. Les élections françaises de 2017 ou encore le référendum relatif au Brexit. Alors, pour mener tout ça, il faut un outil. Il faut un outil et cet outil, c'est l'armée russe. Cette armée russe qui était en pleine déliquescence dans les années 90. L'armée russe a fabriqué un char en 92-93. Elle en a fabriqué un. Donc imaginez l'état de déliquescence de cette armée russe à la chute du communisme. L'armée russe s'est fait bien massacrer aidez-moi, à Grozny, en Tchétchénie, lors des deux offensives. La compétence des individus et le matériel étaient complètement obsolètes. L'opération de Géorgie en 2008 a également montré de très graves déficiences de l'armée russe. Et donc, des plans de modernisation ont été lancés. Un premier plan vient de s'achever, c'était le plan Serdyukov entre 2011 et 2011-2020, dont je vais vous montrer quelques réalisations par la suite, et auquel a succédé un nouveau plan qui court sur la période 2018-2027. Donc, ce n'est pas un plan quadriennal qui doit garantir la continuation de cet effort de modernisation. Alors, cet effort de modernisation, rapidement, il passe par une confiance sans cesse renouvelée en l'outil nucléaire. Donc, on peut évoquer le développement de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de classe Borei, équipés de missiles Bulava. Ça, c'est la dimension maritime. On peut évoquer la dimension sol-sol avec l'Intercontinental Ballistic Missile Sarmat ou RS-28, ou alors la modernisation de bombardiers qui commencent franchement à vieillir, comme le TM-160 ou le TU-95. Bon, tout ceci est modernisé en termes d'avionique et autres capacités électroniques. Pardon. Et puis, Donald Trump a mis fin au traité Intermediate Nuclear Forces, les forces nucléaires intermédiaires, et donc la nature ayant horreur du vide, la fin de cet accord pourrait accélérer le développement de missiles de croisière à moyenne portée russe, comme le 9M729 sur base Iskander. Bon, alors pour être honnête, Trump était parti du traité FNI, mettant en avant que les Russes ne respectaient pas les modalités de l'accord. Mais bon, ce qui importe, c'est que l'outil nucléaire russe est en voie de modernisation accélérée. Alors, ce plan 2018-2027, il veut accentuer effectivement les points forts de la Russie. Alors, les Russes sont plutôt bons en matière de guerre électronique, de défense antiaérienne, de missiles anti-aériens, et puis, d'une manière générale, dans tout ce qui est relatif aux technologies de déni d'accès. Hein, ou d'interdiction de zone. Donc assurer l'excellence russe dans ces domaines.
En revanche, ils sont non pas à parité, mais plutôt en infériorité par rapport à d'autres domaines vis-à-vis de l'OTAN, et donc il s'agit de rattraper le retard. Et là, il s'agit de munitions sophistiquées, de munitions de précision guidée, de drones, et puis de la fonction Command, Control, Communication, Intelligence, Surveillance et recours. Et puis, il s'agit également de faire des efforts dans les domaines où l'industrie russe a du mal à suivre. Et là, on parle notamment des grands bâtiments de guerre et puis de certaines capacités des sous-marins. Donc, vous voyez, pour un pays dont le PNB est finalement à plus ou moins celui de l'Espagne, l'effort est quand même gigantesque. L'effort est quand même gigantesque. Alors, j'en finis avec les affaires militaires. Pour l'armée de terre, il s'agit de remplacer le T-72, qui était le main battle tank russe, le char standard, par le T-14 Armata. Et qui est-ce qui fait la soudure entre les deux? C'est le T-90M. L'armée de l'air est en modernisation accélérée avec l'approvisionnement continu en Su-34, Sukhoi 30, Sukhoi 57, MiG-35 et autres. Et puis une certaine modernisation. Je ne sais pas si les Russes y arriveront un jour, parce qu'ils n'ont jamais été très bons dans la marine, avec le programme de frégate, par exemple, de type Amiral Gorshkov. Bon, là, c'est vraiment, je vous ai fait un résumé des grands matériels. Alors, toute cette approche agressive, toutes ces actions entreprises, toute cette modernisation de l'outil militaire permettant une telle politique, doit, comme en toute matière politique d'ailleurs, pas uniquement stratégico-militaire, s'appuyer sur un discours et notamment un discours de légitimation. Une légitimation intellectuelle et puis une légitimation également auprès de la population. Avec, évidemment, vous l'avez compris, le but qui est de faire adhérer la population. Et on fait adhérer la population en racontant une histoire, en faisant fructifier un récit, un roman national, un récit historique. Et c'est ce vers quoi va se diriger, va tenter de faire le discours du régime de Vladimir Poutine. Alors, ce discours identitaire, selon nos critères politiques à nous, européens, il est conservateur, voire ultra-conservateur. Dans mon esprit, c'est neutre. C'est simplement positionner les choses sur un spectre politique gauche-droite, sans jugement de valeur aucun, ni dans un sens ni dans l'autre. Ultra-conservateur parce que la religion, après des décennies de politique anti-religieuse communiste, la religion est désormais mise en avant et constitue un élément identitaire fort. Donc la religion russe, bon, j'apprendrai à personne en disant que c'est la religion orthodoxe. Et la Russie étant le pays orthodoxe de loin le plus nombreux, le plus vaste, aurait, selon le régime, une espèce de vocation à à être le grand frère, si vous voulez, de l'ensemble du monde orthodoxe. Et ce qui lui donnerait un droit de regard et du coup, par voie de conséquence, ce qui limiterait la souveraineté des pays qui intéresserait les Russes, à savoir les pays de foi orthodoxe. En clair, Vladimir Poutine considère que la Russie a la vocation historique de représenter la foi orthodoxe et donc de défendre les pays de cette religion. C'est pour ça d'ailleurs que l'affaire du Kosovo est toujours très mal passée 21 ans après.
Alors, j'ai mis en exergue une phrase de Poutine en haut de la slide qui nous explique qu'en juin 2013, qu'au moment les plus critiques de son histoire, notre peuple s'est retourné vers ses racines, ses fondements religieux, ses valeurs religieuses. Quand on voit l'histoire du XXe siècle, je ne suis pas certain que ce soit très vrai, mais en tout cas, vous voyez bien que il veut accorder une place extrêmement importante à la religion, qui est vue comme un creuset, qui est vue comme un élément identitaire fort, qui est vue comme un ciment pour la société russe. Vous avez le patriarche de Moscou, Cyril, en photo en bas à droite. Alors, les orthodoxes ont des directions, si j'ose dire, nationales, hein, contrairement à la religion catholique. Donc, premier élément identitaire fort, c'est la religion orthodoxe. Vous avez un deuxième élément identitaire fort qui est très, très important dans le discours russe, c'est la slavité. C'est le fait d'être slave. Donc, les Slaves sont les populations qui parlent les langues slaves. Et au même titre que les orthodoxes, Poutine considère que la Russie, comme pays dominant le monde slave, aurait une espèce de vocation à en prendre le leadership. Et donc, à avoir également un droit de regard sur les pays slaves. Et même conséquence, mêmes effets, ce qui a pour conséquence d'inscrire presque dans le texte la limitation de la souveraineté des autres États slaves. Et vous voyez que ce soit à travers l'orthodoxie ou à travers le slavisme, la position dominante que se donne la Russie équivaut à une posture qu'on pourrait qualifier de quasi-impérialiste, mais à la mode Poutine, et sur d'autres fondements que l'impérialisme communiste ou capitaliste. Donc, il y a aussi cet élément-là. Il y a une autre affaire qui relève plus de la représentation au sens de l'image mentale que de l'identité même si cette représentation fait partie de l'identité et fait partie du discours russe. C'est ce sentiment d'être entouré de puissances hostiles. C'est un peu paradoxal quand on parle de la Russie, puisque la Russie est 17 ou 18 fois la France, c'est une immensité, c'est un quasi-continent à elle seule, et pour autant, elle se sent assiégée. Elle se sent assiégée par les Occidentaux à l'ouest, désormais l'OTAN, mais rappelez-vous Napoléon, rappelez-vous Hitler, je veux dire, voilà, nous avons également été agressifs. Vous avez des Américains au Moyen-Orient, vous avez des Américains au Japon, vous avez des Américains de l'autre côté du détroit du Bering, et puis vous avez les masses chinoises face au vide sibérien qui constitue une menace dans les représentations russes quasi existentielle. D'ailleurs, les Russes ont toujours pris soin de garder des garnisons relativement fortes à la frontière russo-chinoise. Et ce complexe d'encerclement, quelque part, entretient, alors on va pas faire dans le pensif, mais malgré tout une espèce de forme de paranoïa ou de citadelle assiégée. Et la paranoïa ou le sentiment de citadelle assiégée génère plutôt des sentiments relativement agressifs. Alors, comme je l'ai dit déjà précédemment, le discours russe insiste sur le concept de citoyen ou compatriote de l'étranger. C'est inscrit tel quel dans les documents ou doctrines russes, donc documents de défense, documents
du ministère des Affaires étrangères ou de la Défense ou du Kremlin. Donc, je vous l'ai dit, dans les cas géorgiens, ukrainiens, criméens, moldaves, baltes et autres, la Russie instrumentalise la présence de populations russophones, pour mener différentes politiques. Alors, il peut s'agir de prétextes ou d'occasions pour des menées militaires ou de présence militaire pour la Moldavie, présence, Donbass, Abkhazie, Ossétie, menée ou offensive militaire, soit pour procéder à des opérations d'annexion pure et simple, la Crimée, ou alors se servir des populations russophones dans un but de désinformation et d'agitation. Et donc là, il s'agit des États baltes. D'accord ? Et d'ailleurs, le concept de politique étrangère qui date de 2016 de la Fédération de Russie centralise l'importance des citoyens russes à l'étranger. Imaginez un document français du ministère du Quai d'Orsay évoquant les citoyens français de l'étranger qu'il s'agirait de défendre. Ça n'aurait aucun sens. Et les Russes le font. Et donc, sans vous lire ce pâté un peu indigeste, il s'agit donc de protéger les droits et les intérêts des compatriotes à l'étranger, de contribuer à la consolidation des compatriotes à l'étranger. Il s'agit de respecter leurs droits. Il s'agit de préserver leur identité et notamment de préserver les liens avec la patrie historique. Et donc, vous voyez que ce type de rhétorique peut être vu de manière relativement inoffensive, mais peut être perçu également de manière extrêmement agressive pour les pays qui accueillent de telles populations. Et ceci constitue un problème. J'arrive bientôt vers la fin. Donc Poutine, qu'est-ce qu'il met finalement dans son discours ? Il part d'un présupposé ou alors d'un constat, ou alors il le pose carrément en paradigme. Il met au centre de sa pensée le constat d'une altérité profonde entre la Russie et l'Occident. Un Occident volontiers décadent, individualiste, hédoniste, consumériste, ayant abandonné la religion, face à une Russie sûre de son passé, fière de ses racines, fière de sa culture et fière de ses traditions, et fière de sa religion. Et détachée de contingences matérielles excessives, qui sont à la base du capitalisme et de l'individualisme occidental. Et donc là, vous voyez qu'il y a une espèce de... Probablement, il y a une part de sincérité, mais il y a aussi une part d'instrumentalisation d'un antagonisme de nature civilisationnelle. OK ? Et donc, vous voyez bien que dans ce cadre-là, ce sont bien les orientalistes russes qui ont gagné et non pas les occidentalistes. Les occidentalistes mettent en avant plutôt les éléments communs avec les Européens et mettent même en avant leur européanité, si j'ose dire. Les orientalistes, eux, au contraire, estiment que la Russie, sans être asiatique, n'est pas européenne et constitue une espèce de troisième voie, si j'ose dire, pour faire référence à certains mouvements politiques d'extrême droite des années 70. C'est une troisième voie, c'est un continent à part, là aussi. C'est une civilisation à part qui est ni asiatique ni européenne, elle est russe et elle a des intérêts russes à défendre. Et Poutine se fait fort de les défendre. D'accord ? Avec un corollaire évident et un rejet absolu, ce serait le prétendu caractère universel du modèle occidental et des valeurs qui vont avec.
et notamment une certaine conception des droits de l'homme ou de la démocratie. Et là, on est en plein dans l'actualité avec l'affaire Navalny, d'ailleurs. Ok ? Les Chinois pensent la même chose. Donc le modèle occidental est rejeté et n'a aucune vocation particulière à faire des leçons de morale à la Russie, en quelque sorte. Donc il s'agit bien d'une opposition de civilisation. D'ailleurs, chez Poutine, c'est bien je dirais, c'est la compétition civilisationnelle passant par le rapport de force et l'outil militaire qui compte bien plus que le rapport de force passant par des considérations économiques. Ce qu'on a du mal à comprendre pour un occidental. Là, pareil, je ne vais pas me lancer dans un cours sur la puissance, mais pour un occidental, j'ai envie de dire que l'outil militaire est une conséquence de la puissance économique et financière. Et qu'on a du mal à comprendre qu'un pays comme la Russie, qui est relativement faible économiquement, puisse avoir une telle politique agressive et militaire. Et pourtant, c'est bien le cas. Donc, il ne faut pas coller nécessairement nos modèles aux autres. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'OCAS 683? Donc, c'est celui qui approuve la stratégie de sécurité nationale de la Russie, qui insiste de manière donc très forte sur le caractère identitaire des objectifs majeurs de la Russie. Et donc, cette OCAS met en avant la préservation et l'augmentation des valeurs spirituelles et morales russes traditionnelles, comme la base de la société russe, la préservation et le développement de l'identité nationale russe des peuples de la Fédération de Russie. Donc il s'agit chez Poutine d'un projet, civilisationnel. Il s'agit de défendre l'espace. Là, on a vu l'aspect militaire, et il s'agit de défendre des valeurs. Et là, on voit l'aspect, je ne sais pas comment il faut dire, politique et culturel, qui là, en l'espèce, est très à droite. Très à droite. D'accord? Alors, la mémoire, pour finir, elle est également utilisée par Poutine. Alors, il a affaire à des ambiguïtés et même probablement à certaines incompatibilités, parce que comment concilier la Russie des tsars, la Russie communiste et la Russie de Poutine, probablement mettant en avant la grandeur de la Russie à certaines époques. Je voudrais d'ailleurs faire une petite remarque. Une des périodes les plus catastrophiques de la Russie, c'est la période 91-2000. La période 91-2000 a vu le produit intérieur brut de la Russie s'effondrer, a vu la pauvreté augmenter, a vu la famine, peut-être pas la famine, mais en tout cas la mortalité extraordinairement augmenter. Le système de santé s'écroulait. Et cette période, celle de Boris Eltsine, correspond exactement à la période démocratique. Et donc, vous voyez que chez le russe moyen, la démocratie est loin d'être déifiée, elle est loin d'être mise sur un piédestal, puisqu'elle correspond peu ou prou à la période de totale décadence de la Russie, qui a repris les oripeaux de l'URSS. Qu'importe si cette décadence n'est pas due à son nouveau caractère démocratique, mais plutôt aux conséquences de la chute du communisme, qu'importe. Chez le russe, démocratie égale inefficacité, hein, ce qui explique au moins en partie sa popularité. Alors, l'instrumentalisation de la mémoire, c'est compliqué. Il est sur une crête, une ligne de crête un petit peu étroite. Donc, il met en avant effectivement la grandeur et la puissance de l'URSS, compétitrice des États-Unis, vainqueur au moins en partie
très fort contributeur à la victoire finale en 1945, mais évidemment garde un silence pudique sur les excès du communisme et pas que du stalinisme d'ailleurs. Et donc il s'agit d'établir une position d'équilibre entre la nostalgie pour une période où la Russie, où l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, était puissante, et une certaine distanciation dans la mesure où, évidemment, l'URSS a été totalitaire, inefficace et a perdu la guerre froide. Ok. Donc, on garde quand même de cette époque-là le goût pour la chose militaire, avec moult défilés, commémorations, décorations, édification de bâtiments mémoriels, etc., etc. Allez sur Sputnik, qui est un site que vous connaissez probablement, vous verrez que, et même sur Russia Today, vous verrez que la chose militaire est très présente, alors que chez nous, la chose militaire est quand même retranchée dans des milieux spécialisés. Alors, j'en finis. Donc, une conviction chez Poutine, je pense, sans faire dans de la psychologie de bas étage, c'est que dans ce monde incertain, et toutes les doctrines de tous les États, quels qu'ils soient, reprennent cette formule, dans ce monde incertain, sont les facteurs classiques de la puissance qui priment. En opposition aux facteurs, aux attributs relatifs au soft power que favorisent que privilégient plutôt les Occidentaux. Le soft power étant la politique de la séduction, le hard power étant la politique de l'imposition, qui n'est pas nécessairement la guerre d'ailleurs, hein. Ça peut être du chantage, qui peut être autre chose. Ou alors la place de l'économie. Donc c'est à la fois un anti-Merkel et quelque part qui met l'économie en avant, ou en opposition complète avec, par exemple, des démocraties nordiques qui elles jouent plutôt sur l'exemplarité. Le facteur brut de la puissance. Alors, et ça sera mon dernier slide, force est d'admettre que les actes et le discours de Poutine semblent lui réussir. Le régime est indéniablement autoritaire et il est pour autant indéniablement populaire. Et ça peut troubler nos consciences d'occidentaux, qui voyons une antinomie, probablement parce que nous raisonnons en occidentaux. Malgré la crise économique, malgré des problèmes vis-à-vis des retraites, malgré une certaine tendance quand même, malgré tout, de la popularité de Poutine, celui-ci a des taux de popularité qu'enverraient nos présidents français. Et ça, il le doit probablement à une chose importante, c'est qu'il a redonné aux Russes la fierté d'être Russes. Et c'est passé par la force, c'est passé par le discours, probablement passé par le mensonge, mais c'est également le fruit de son habileté, de son intelligence. Et puis les Russes ne peuvent pas s'empêcher malgré tout, malgré les problèmes de la Russie, de voir quand même la différence qui peut exister entre la Russie de 91, 92, 93, qu'en était au niveau d'un pays en voie de développement, avec ce qu'elle est devenue maintenant. Un pays non pas riche, mais un pays respecté. Et là, on pourrait parler également de la Syrie,
de son rapprochement avec Erdogan, de sa politique avec le président Xi, etc. Et donc, au total, je conclurai par une question à laquelle je n'ai pas nécessairement de réponse, mais si vous voulez, on pourra peut-être en parler. C'est une question qui demeure de notre côté. Que doit-on faire avec les Russes? Que doit-on faire avec les Russes? On les a éjectés du G8, ils n'ont toujours pas réintégré. Les sanctions européennes, vous savez que les sanctions de la France doivent toujours se faire au niveau européen, sont toujours en place. Les sanctions américaines sont toujours en place. L'affaire Navalny complexifie encore un petit peu le problème, que l'éventuel achat du vaccin Sputnik ne compense pas. Le président Macron, qui a une culture historique certaine, sent bien qu'un rapprochement avec la Russie est nécessaire, ou en tout cas important. Est-elle réalisable? C'est une vraie question. Voilà, mesdames et messieurs, j'en ai fini. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, du coup. Un grand merci pour votre intervention, fort intéressante. Et j'ai déjà plein de questions J'ai qui parlé suivent combien de temps? sur le chat. J'ai parlé beaucoup de temps, hein, je pense, non? Ça a été? Oui, non, vous avez parlé 1 heure. On va dire que ça n'a pas très bien commencé avec ce problème de son, Ouais. donc il n'y a aucun Ouais. problème. Alors, si vous êtes d'accord, je vais vous poser la première question. J'aimerais bien avoir des visages. Comment je fais pour... Alors, je peux activer leur micro, mais pas leur caméra. Non, mais très bien, mais je vous ai vous. C'est beaucoup. Ok. C'est déjà Alors, du coup, on a une première question de Yann Bonnet qui vous demande de préciser la notion d'impérialisme au sens de Poutine que vous avez utilisé au début de votre intervention. La notion d'impérialisme, c'est une notion romaine, c'est une notion qui se rapproche de celle d'imperium, c'est-à-dire une politique cherchant à imposer. Et à ce titre-là, vaut mieux rester à des choses simples. Hein. Et à ce titre-là, alors c'est à la fois un terme descriptif et un terme péjoratif, l'impérialisme, tellement il a été utilisé de 36 000 manières au XXe siècle. On a souvent parlé d'impérialisme du côté communiste, d'impérialisme américain, c'est-à-dire cette espèce de volonté mondiale des Américains, d'une volonté des Américains de dominer le monde. Inversement, les Américains, les Occidentaux ont parlé également à juste titre d'impérialisme soviétique. Donc l'impérialisme, c'est un terme qui est proche de celui d'hégémonie, de volonté hégémonique, l'hégémon. Très bien, merci. Et du coup, de la même personne, est-ce que vous pensez que la popularité de Poutine, elle diminue par rapport à ce qu'elle a pu être avant, et notamment avec le soulèvement populaire, avec l'affaire Navalny? Non. Alors, il y a un organe de sondage qui s'appelle l'Evada, qui est à peu près reconnu, même en Occident, comme étant un organe de sondage sérieux, sur lequel on peut accorder une certaine crédibilité, qui effectivement constate une baisse de la popularité de Poutine, mais il faut voir de quel niveau on part. Hein. Au plus fort de sa popularité, c'est-à-dire, c'est très intéressant, lors de l'annexion de la Crimée, Poutine était, si je ne m'abuse, à 78-80% d'opinion favorable. Alors maintenant, il a baissé, il est plutôt à 55, 50. Il faudrait vérifier, je n'ai pas nécessairement les tout derniers chiffres, mais cette baisse, elle n'est pas du tout due à Navalny. Mais personne ne le connaît, Navalny, en Russie. Navalny, en intention de vote, il est à 2 ou 3%. Alors il faut vraiment faire attention entre comment dirais-je,
la vision qu'on peut avoir d'une chose en Occident, les choses qu'on peut rapporter d'Occident et la réalité locale, quoi. Si la popularité de Poutine a une certaine tendance à baisser, c'est d'abord parce il a essayé de mettre en place une réforme des retraites qui a été mal acceptée par la population russe, et à ce titre-là, il n'est pas le seul, hein. Et puis, un certain nombre de difficultés économiques aussi importantes avec la baisse du pétrole. Et vous savez que la Russie est une économie de rente, hein, qui fonctionne pour les revenus dans les revenus pétroliers sont très importants, et donc une baisse plutôt du niveau de vie. Et la baisse de popularité de Poutine, elle vient plutôt de là, elle vient pas de l'affaire Navalny. Et j'ai envie de rajouter que l'affaire Navalny est très peu traitée dans les médias, hein. N'oublions pas qu'on est dans un régime autoritaire. Pas totalitaire, mais autoritaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Si, c'est parfait. Donc là, on a même une question à l'oral. Donc, Louison, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous Bonsoir. entend très bien. Ouais, très bien, ouais. Super, merci. Donc déjà, je tenais à vous remercier pour votre conférence très enrichissante et qui m'a fait découvrir plusieurs points de vue que je ne connaissais point sur la Russie. Mais j'ai notamment une question concernant le renseignement russe. En effet, par rapport au KGB, on a pu voir par rapport aux affaires Skripal et Navalny que les agents russes semblaient ne plus trop se soucier de rester secrets, on va dire, et opérer en toute impunité. Donc j'aurais bien voulu savoir, notamment de votre point de vue, s'il était possible de constater cette situation comme un trouble de l'administration Poutine ou une affirmation de la supériorité russe qui révèle le pouvoir russe. Merci en tout cas. Alors quelques rectifications. Le KGB a été remplacé par le FSB à la chute du communisme. Donc les services secrets soviétiques sont le FSB. Et puis dans les affaires, notamment l'affaire Skripal, si je ne m'abuse, il s'agit des services secrets militaires. C'est le GRU. Donc c'est encore un autre organisme. Alors, en fait, votre question, c'est est-ce que leur incompétence est significative de... Je ne suis pas certain d'avoir bien compris votre question. Est-ce que vous pouvez la reformuler de manière plus courte, peut-être? Oui, il n'y a pas de problème. Non, c'était pour savoir, et oui, notamment par rapport au renseignement militaire, je voulais y faire mention, mais c'était surtout pour savoir, parce que vous parlez surtout du discours identitaire de Poutine, toujours une affirmation du pouvoir russe, et en fait, par ces irrégularités, pardon, est-ce que vous pensez qu'on peut constater une suprématie du pouvoir russe, le fait de ne plus se cacher, d'affirmer un pouvoir puissant des renseignements? Non, non, c'est non, 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 non. Une action clandestine qui ne l'est plus est clairement un échec. Donc en fait, il y a une incompétence quelque part. Il y a une incompétence quelque part. Si vous voulez, je crois comprendre votre question. Vous interprétez la connaissance de ces agents russes comme étant une marque d'arrogance ou tout au moins de confiance de la Russie vis-à-vis de l'Occident. C'est ça? Absolument, voilà, vous avez trouvé les mots. Non, non, je crois pas du tout. C'est plutôt une marque d'incompétence. De la même manière que nous avons été incompétents quand on s'est fait prendre pour le Rainbow Warrior. Bon, vous êtes trop jeune, mais vous connaissez peut-être l'affaire du Rainbow Warrior, quand on a essayé de couler un bâtiment écologiste anti-nucléaire qui menait des manières anti-nucléaires à l'époque. Nos agents de la DGSE s'étaient fait prendre. C'était clairement une marque d'incompétence. Le monde clandestin doit le rester. Le monde clandestin n'a pas d'amis, n'a pas d'ennemis, donc il doit absolument rester clandestin. Il y a des agents américains sur le territoire français, il y a des agents français sur le territoire américain et inversement, chez les amis, chez les ennemis, etc. Tout ceci est clandestin. Si ça arrive sur la place publique, c'est qu'il y a eu un échec quelque part. D'accord, merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup.
Alors, j'ai également une autre question de Michael. Alors, je vous active la parole, le micro, pardon. Allez-y. Oui, merci Marie-Alice. Bonjour Monsieur Vilaine. Bonjour. Merci pour votre intervention, qui est très enrichissante aussi. Moi, j'ai deux questions qui peuvent se complémenter, tout simplement. La toute première, c'est dans l'ensemble, est-ce qu'on peut parler de croisade poutinienne avec le mélange du hard power et de la religion? Et suite à cette question, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur, tout simplement, euh, de laisser justement l'église orthodoxe à Paris se laisser construire et se faire inaugurer en grande pompe? Voilà, merci. Alors, une croisade poutinienne, je ne crois pas, parce qu'en fait, est-ce que je peux vous demander d'enlever vos micros, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Ça serait très sympathique. Alors, ouais. Alors, croisade, je crois pas. Je crois que ça serait relativement abusif de comparer ça à une croisade. Alors, je vois très bien à quoi vous faites allusion. Hein. Vous faites allusion à l'argument religieux. La croisade répond à une mentalité du 9e, 10e et 11e siècle. Il s'agit vraiment de répandre la foi chrétienne et de reconquérir des lieux saints. Avec une, comment dirais-je, une véritable volonté de mettre en avant les aspects religieux et la religion chrétienne, même si, comme d'habitude, derrière la religion, il y a toujours des jeux de pouvoir. Chez Poutine, c'est pas du tout ça. Alors moi, je sonde pas les reins et les cœurs. Je suis incapable de dire si Poutine instrumentalise la religion ou s'il y a une part de sincérité dans son discours. Moi, je vois plutôt l'utilisation de la religion par Poutine comme je l'ai démontré, un élément identitaire, comme un outil politique, si vous voulez. Voilà. C'est un outil politique fondé sur la tradition. J'y vois pas un projet civilisationnel sur la longue durée, ou pour dire les choses de manière peut-être encore plus abrupte. Poutine a une politique de puissance et la religion lui sert d'outil de propagation et de légitimation de cette puissance. Et à mon avis, c'est la puissance la puissance, c'est la capacité d'agir sans dépendre des autres. Hein, c'est ça la puissance. C'est la définition de Raymond Aron. Alors que chez nos chevaliers et nos rois des croisades, il y avait une dimension mystique qui n'existe pas chez Poutine, je pense. Hein. Je ne sais pas si j'ai trop répondu à votre question. Oui, enfin, de manière globale, merci en tout cas. Mais effectivement, moi, je mettais plus l'accent sur les différentes interventions que vous avez eues, et notamment sur la légitimité que la Russie, enfin du moins que Poutine se prétend avoir en intervenant notamment en Ossétie, en Géorgie, par rapport au fait qu'il y a des russophones, par rapport au fait qu'il y a des chrétiens orthodoxes. Et du coup, par cette légitimité-là, il se dit je me porte défenseur de ces ethnies, enfin de ces personnes qui se disent russes ou russophones ou de religion orthodoxe. Et du coup, quand on regarde la dimension et notamment la carte que vous avez projetée avec le religieux, j'ai plus son nom, hein,
où on voit une carte du monde avec effectivement du bleu foncé et du bleu clair, on s'aperçoit qu'il y a une dimension de l'ordre des croisades. Hein. Ce serait rigolo de le calquer sur une carte des croisades, mais on a cet effet expansionniste, une vision un peu expansionniste qui est très parlante de ce que pourrait être une croisade à la Poutine. Alors, pas celle-ci, celle où on voit la slide avec beaucoup plus bas, avec l'orthodoxe Maxime, je crois, le nom, je ne sais plus, le religieux. Avec l'Ukraine voilà. Tout en haut. Non, vous y étiez encore plus haut, la slide 17, je crois. Voilà, la slide 17. Ah oui. Donc là, on voit un rayonnement quand même assez important et qui, paradoxalement, en plus, c'est le monde occidental. Donc, non, moi, je ne me suis pas là-dessus. Mais ce n'est que mon avis, on est en sciences politiques, tout se discute. Hein. Moi, je ne suis pas là-dessus. Moi, je vois la religion chez Poutine comme un outil. C'est un outil. C'est un outil qui lui sert à, comme je l'ai indiqué, à légitimer. Puis vous savez, les orthodoxes, ils sont 250 millions. Hein. L'utilité est plutôt dans son étranger proche, comme on dit en Russie. Hein. Il ne va pas pouvoir aller bien plus loin avec ça. Quoi. Et alors, après, sur l'église, effectivement, orthodoxe à Paris, votre question était de savoir s'il avait été judicieux de l'autoriser, en fait, c'est ça? Oui, exactement, avec ce qu'on peut comprendre comme enjeu en termes de pouvoir, en termes de soft power. Ça n'a pas été une erreur pour la France d'accepter ce bâtiment qui a été financé à 100% par l'État russe? Et voilà, Je vais être un petit peu provocant. Tant qu'on n'interdit pas les financements turcs ou d'autres puissances musulmanes, je pense qu'on peut garder une église orthodoxe. Après, tout à fait d'accord avec vous. Le sujet étant la Russie, effectivement, on doit effectivement prendre en compte les autres aspects, bien sûr. Je provoque un peu, hein, j'en ai bien conscience. Hein. Mais néanmoins, je crois profondément à ce que je dis. Quoi. Tant qu'on n'a pas éjecté les agents d'Erdogan, voilà, je pense que l'Église orthodoxe Combien sont-ils les orthodoxes en France? J'avoue que je ne sais pas trop. Hein. Ça va se compter en dizaines de milliers, j'imagine, guère plus. Je les vois. J'ai pas d'informations particulières selon lesquelles ils seraient des agents russes. Après, il y a aussi cette affaire, j'imagine que vu la beauté et la grandeur de cette église, j'imagine qu'elle a dû être construite, les fondations ont dû être lancées il y a déjà bien longtemps. Est-ce que vous êtes capable de me donner la date d'inauguration? C'est 2018, non? 2017, quelque chose comme ça. Donc, bonne question. Alors, on est lancé. C'était Hollande ou Macron, je ne sais plus. Donc, c'est une affaire qui a dû être lancée sous Sarkozy ou oui, en 2013. Donc, effectivement, négocié en 2007 et accepté. Je suis sur un article financier là-dessus. Vous vous rendez compte le désaveu inutile que serait constitué de ne pas autoriser l'ouverture d'une telle église, si tant est que ce soit possible juridiquement. Hollande ne lui a finalement pas vendu de gros bâtiments de guerre. Vous vous rappelez, au moment de Mistral, au moment de la guerre de Crimée, c'est probablement. Là aussi, d'ailleurs, on pourrait en discuter. Là aussi, on pourrait en discuter. Est-ce que ça a été une bonne chose ou pas? Il y a des arguments pour et il y a des arguments contre.
Pour moi, j'avoue que la cathédrale orthodoxe est relativement anecdotique, hein, mais voilà. Merci Michael pour Merci. votre question. Alors, il y a pas mal d'autres questions, donc je vais donner la parole à quelqu'un d'autre quand même. Et du coup, Bastien Lacan, on vous écoute. Est-ce que vous nous entendez, Bastien? Alors, s'il y a des timides, ils peuvent écrire, hein. Bon, de toute façon, il a écrit sa question. Du coup, Sainte-Sophie, est-ce que c'est une volonté de faire passer le patriarche de Moscou devant celui d'Istanbul, ou alors c'est un hasard du calendrier d'Erdogan? Et j'avais une même question du même style. C'est du coup Jean-Marc David qui demande, est-ce que la position et le discours russe du président Poutine ne donnent-elles pas des idées au président Erdogan? Ah, bah, il y a toute une recherche désormais il y a tout un tas de rapprochements, tout un tas d'articles qui se font maintenant sur Erdogan et sur Poutine, en fait, hein. C'est très intéressant parce qu'il y a il y a des points communs évidents entre les deux. Il y a des points communs évidents entre les deux. L'un des plus importants, c'est que ce sont deux autocrates. Donc, comment faut-il les nommer, ces gens-là? Dictateur me paraît excessif, démocrate me paraît inapproprié, autocrate, on va dire. Voilà. Euh, ils ont des points communs, c'est qu'ils sont à la tête de pays qui ont été des empires, hein. L'empire des Tsars, l'empire russe, l'empire soviétique d'un côté, l'empire ottoman qui a été immense et qui a régné sur une bonne partie de la Méditerranée. Tous les deux légitimes le pouvoir leur pouvoir en instrumentalisant la mémoire et la grandeur passée, et essaient de capitaliser auprès de leur population en utilisant justement cette grandeur passée. Donc les points communs sont importants. Et puis après, la question qui va se poser, c'est est-ce que ces deux autocrates qui ont de pures relations d'intérêt et non pas d'amitié, vont-ils avoir suffisamment d'intérêts communs, notamment anti-occidentaux, pour constituer une alliance durable, ou est-ce qu'on va avoir affaire à une opposition entre ces deux puissances montantes dans les années à venir? Et là, je pense à la Méditerranée, je pense à la Libye, je pense à leurs intérêts divergents en Syrie, je pense au pétrole de la mer Noire, je pense à la mer Noire, je pense à l'affaire arménio-azerbaïdjanaise, qui a été un sacré test pour les relations entre Erdogan et Poutine. Les deux ont avalé leur chapeau, hein, dans cette affaire-là, hein. Mais Poutine a fini je pense, a fini par a quand même limité les dégâts. Il a évité, il a réussi à punir l'Arménie sans que pour autant l'Azerbaïdjan, qui est de culture turque, n'acquiert une victoire trop importante. Donc, je crois qu'il a réussi à ménager la chèvre et le chou, si j'ose dire. Je crois qu'il y avait une deuxième partie de la question, non? Non, c'est bon, hein. Non, du coup, on va partir sur une dernière question. Enfin, il y a énormément de questions. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai enregistrées. Et si vous êtes d'accord, on pourra peut-être y Ouais, répondre a posteriori. Je vous les enverrai. ouais, très Et bien. alors, du coup, on part sur une dernière question. Est-ce que, avec une réponse la plus succincte possible, c'est de savoir si la Russie est aussi proche de la Chine qu'elle l'était pendant la guerre froide. C'est Patrick Roland qui pose la question.
je pense qu'elle est beaucoup plus proche de la Chine que pendant la guerre froide. Alors, il faudrait distinguer plusieurs périodes pendant la guerre froide. Il y a eu la période, je dirais, post-Deuxième Guerre mondiale, où les relations sino-russes ont été acceptables. Et puis après, il y a eu une très forte dégradation à la fin des années 50 et pendant les années 60, où les maoïstes accusaient les soviétiques de déviance doctrinale et politique. Il y a eu une guerre qui est très peu connue, la guerre du fleuve Amour, donc mauvaise appellation pour parler d'une guerre, qui a fait quelques centaines de morts entre les Russes et les Chinois. Et les relations étaient pas bonnes dans les années 70-80. Désormais, les Russes et les Chinois ont, mine de rien, un élément commun qui les rapproche, c'est une opposition systématique à l'Occident. On le voyait déjà beaucoup au Conseil de sécurité, mais là c'est devenu systématique depuis la Libye d'ailleurs, depuis la Libye en 2011, là c'est quasiment systématique. Donc il y a une opposition systématique à l'Occident, donc là c'est déjà un rapprochement plus petit dénominateur commun. Après, il y a une dissymétrie dans la relation. C'est-à-dire que le président Xi est beaucoup plus important pour Poutine que Poutine est important pour le président Xi. Donc là, ça c'est plutôt de nature à dénaturer la relation. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il suffit de comparer les produits, les PNB, les budgets alloués à la défense, l'importance du pays sur la scène mondiale, etc. Il y a une dissymétrie. Il y a des intérêts en matière énergétique. Il y a des intérêts au regard du projet chinois de route de la soie. Enfin, ça s'appelle plus route de la soie, mais je fais ça pour que tout le monde comprenne. Parce qu'il y a une route de la soie maritime et puis il y a aussi une route de la soie terrestre. Donc il y a des intérêts communs. Les relations russo-chinoises sont plutôt bonnes pour des raisons négatives, c'est-à-dire leur anti-occidentalisme, pour des raisons positives, des potentialités économiques. Et on pourrait parler également des routes du Nord, hein, qui, au-delà du cercle arctique, qui vont peut-être se libérer et du coup vont faire l'objet d'un deal entre Russes et Chinois. Donc il y a des intérêts objectifs, mais il y a une crainte, il y a une méfiance qui est permanente entre Russes et Chinois. Donc non, par rapport à la guerre froide, je dirais pour être prudent qu'elles sont conjoncturellement meilleures. Mais comme je ne suis pas devin, rendez-vous dans 20 ans pour savoir de quoi il en retournera à l'époque. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est pénible. Je finis juste en disant que c'est pénible d'entendre tous ces experts à la télé ou à la radio qui sont capables de faire de la prospective à 10, 15 ou 20 ans. J'admire toujours beaucoup ces gens-là. Mais bon. J'ai coupé la parole à quelqu'un, je crois, et je m'en excuse. Oui, non, mais aucun problème. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez pour le coup. Ouais. Ouais, c'est bon. Bah oui, pour le coup, je m'étais pas présenté. Donc moi, j'étais Nolan Morman, pour le coup, le directeur, enfin le délégué régional pour les Pays de la Loire. Donc en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, malgré le couac de début de webinar qui a été capricieux. Mais bon, on a quand même réussi à faire un record 1h41, mais on n'a pas vu le temps passer parce que la richesse de votre propos, c'était quand même très intéressant à suivre. On aura l'occasion, je pense, de rééchanger, voire même peut-être d'imaginer quelque chose en présentiel, parce que le présentiel, c'est quand même beaucoup plus sympa que le distanciel. Le contact physique, parfois, ça permet aussi d'avoir d'autres questions. Donc, bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour la délégation Pays de la Loire, de la richesse des échanges. Et puis, je vais laisser la parole à Marie-Alice. N'oubliez pas que je vous appelle de Lyon quand même. Hein.
Ah, je sais bien, mais bon, écoutez, on trouvera une solution. Pas de difficulté. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je laisse la parole à Marie-Alice pour clôturer. Ça a été un plaisir pour moi aussi. À mon tour, je vous remercie, c'était vraiment très très enrichissant. Donc pour ceux qui ont posé des questions, qui n'ont pas pu être posées à l'oral, vous inquiétez pas, j'ai tout noté, j'ai enregistré. Et si vous êtes d'accord, Monsieur Villene, je pourrais vous les poser en off et rédiger quelque chose pour pouvoir leur répondre, parce que j'en ai vraiment pas mal. Donc je vous Ouais. remercie en tout cas d'avoir été là, d'avoir suivi la conférence. J'espère à bientôt. Bah, Et voilà, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. n'hésitez pas à me rappeler. On peut envisager quelque chose dans quelques mois. Hein. Ce sera avec plaisir. Ce sera toujours un plaisir de participer à l'esprit de défense. Ben, je vous remercie en tout cas, monsieur. Merci à vous. Excellente soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.